Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une nouvelle interview, cette fois-ci sur la chance, puisque j'ai l'auteur de Avoir de la chance, ça s'apprend aux éditions Albin Michel. Christine, bonjour. Bonjour. Ravie de pouvoir parler de la chance, parce que j'ai découvert, c'est pas que j'ai découvert, mais c'est que ça a confirmé pas mal d'outils que j'utilise au quotidien, et ça m'a fait plaisir, et tu l'expliques super bien et de manière fun dans ce livre. Tu es praticienne en PNL, psychothérapeute, ce n'est pas ton premier livre, l'autre était sur la confiance en soi, hein, et là... Sur la chance d'ailleurs, la confiance en soi, en partie. Ouais. Et ça s'appelle, on peut appeler la chance. Des fois, elle est masquée, comme tu nous expliques. Oui. Qu'est-ce qui, avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre sur ce sujet? Alors la chance, ça me travaille depuis longtemps. Alors j'entends beaucoup, on n'a pas de chance, ou il y a beaucoup de pas de chance, pas de chance, pas de chance. Moi, je forme beaucoup de personnes et j'entends beaucoup cette rengaine-là. Et je me dis, mais c'est pas possible. On a une action sur la chance. Pas sur toutes les chances, mais en tout cas, il y a une partie, en tout cas au moins 50%, sur lesquelles on peut agir et qui dépend de nous. Donc c'est une histoire d'ouverture et effectivement, comme tu le mentionnais, la chance c'est quelque chose de pétillant, qui peut être pétillant, gai, etc. Parfois elle avance masquée, mais on en parlera un peu plus tard. Des fois, on pense qu'on n'a pas de chance, que d'autres ont plus de chance, qui sont nés sous une bonne étoile et pas nous. Donc, tu es en train de dire que c'est accessible et oui, il y a peut-être un capital à la base, mais ensuite, c'est à nous de travailler là-dessus. Exactement. Il peut y avoir un capital, hein, comme on est plus grand, plus gros, etc. Hein. Là, on n'est pas égaux de ce point de vue-là. Mais en tout cas, là où on peut être égaux, c'est le travail qu'on peut faire sur cette chance, en tout cas, de pouvoir l'appeler. Moi, je la vois comme un être vivant, quelque chose qui vient à nous, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Ça dépend de notre ouverture. Et c'est là où on a justement la main pour danser avec elle, je pourrais dire. Donc là, on est au-delà du développement personnel. Un peu au-delà du développement personnel, parce que ça va aussi avec l'intuition, avec les synchronicités. Donc c'est là où ça va un peu au-delà du développement personnel, effectivement. Alors, il y a un processus, il y a des étapes? Alors moi j'ai commencé par une étape où je disais que effectivement il y a à développer, à dérouler le tapis rouge devant la chance, hein, c'est-à-dire à faire un peu le ménage aussi avant. Parce que si on a des croyances comme quoi mais ça ne m'arrivera pas, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est sûr qu'on est en blocage psychologique et puis en blocage d'ouverture à ce qui pourrait se présenter. Et là la chance pourrait venir danser devant nous, on la verrait même pas. Donc il y a un peu de ménage à faire. Alors c'est là où ça rejoint dans un premier temps le développement personnel, pour après être plus libre et la voir s'avancer et pouvoir faire des pas avec elle. Il y a un exercice en particulier au début, comme ça, c'est faire un bilan déjà ce qui s'est passé, ou c'est de se rendre compte qu'on a déjà eu de la chance à certains moments de notre vie et voir les synchronicités? Absolument. Ça, c'est bien aussi de faire un bilan parce que souvent, quand on a eu de la chance, on se dit oui, oh bah oui, c'était pas mal. Et puis on l'oublie. Alors que, au contraire, les événements pas plus dramatiques, mais en tout cas plus malchanceux, on va dire entre guillemets, nous marquent beaucoup plus. Et cela, il reste en mémoire. Alors que surtout, ah oui, finalement, j'ai eu de la chance. Donc moi, je fais faire toujours une espèce de bilan, évidemment avec un peu de fun, mais de bilan de chance pour se rendre compte à quel point elle a joué. Mais la chance, c'est aussi du travail et de la persévérance. Ce n'est pas c'est pas que quelque chose qui nous arrive. Elle pointe son museau et nous, on la prend ou on la prend pas en compte. Elle ressemble à quoi si c'était une personne? Alors, elle a 1000 visages. C'est le héros aux 1000 visages. Elle a vraiment 1000 visages. Donc, elle peut être parfois... Elle est souvent, quand elle est de façon positive, elle est souvent très gaie, très pétillante. Ça vient dans nos rêves, ça vient dans nos inspirations. Ça fait parfois un insight qui vient. Donc, et puis, elle peut venir aussi sous forme de personne. C'est-à-dire, une personne peut être porteur de chance, comme nous, ou nous offrir une opportunité, comme nous sommes aussi porteurs de chance, voire attracteurs de chance pour nous et pour les autres. C'est comme si des fois on était presque les bras, les mains, la bouche de l'univers, de la vie. Exactement. C'est vraiment le véhicule, on va dire. On va être le véhicule parfois de la chance. Donc, quand on est le véhicule de la chance, déjà, quand on pense qu'on a beaucoup de chance, on essaye de le faire partager. Parce que ça, c'est aussi une grande chance de pouvoir le faire partager. Et ça communique à d'autres la chance et ça vous donne encore plus de chances et d'opportunités, de rencontres ou d'autres choses, suivant ce qu'on a comme intention et objectif. C'est important d'avoir une direction aussi. Ouais. Il y a le rituel. Tu parles du rituel. Oui. J'ai commencé, je crois, mon livre par un rituel parce que je l'ai pratiqué vraiment tout le temps où j'ai écrit le livre, en production du bouquin. Et le rituel, c'est fait pour un rappel. En fait, c'est fait pour mettre de bonne humeur. Donc moi, j'avais fait un petit hôtel de la chance qui est toujours chez moi. Et puis, il y avait aussi le corps à maintenir en état de chance, en fréquence chance, parce qu'on diffuse ça aussi.
Donc moi, c'était une mélodie pendant 3 minutes que je mettais tous les matins. Parce que Jingle du bonheur. Jingle du bonheur, exactement. Jingle du bonheur et de la J'ai beaucoup aimé ça parce que je le fais. Il y a beaucoup de choses, vous allez reconnaître en lisant ce livre, parce qu'il y a des choses que vous faites déjà au quotidien, mais c'est le fait d'amplifier, on amplifie, on augmente le volume. Exactement. Et là, ça allait avec le corps aussi qui danse, etc., pour se mettre dans cette fréquence et cette ambiance chance. Et pouvoir aussi, bon, évidemment, j'avais de la matière première, mais quand même que les mots viennent, que les mots puissent être joyeux, parce que c'est quand même le but aussi. La chance, c'est quand même dans l'ensemble assez joyeux, on va dire. Donc c'est une fréquence. C'est une fréquence. Pour moi, c'est une fréquence. On vibre comme on vibre avec les individus sur une fréquence. Ou pas, ou moins, c'est ajusté, ou plus ou moins. On parle cette langue-là ou pas, je pourrais dire, dans un autre langage. Et parfois, on est beaucoup en distance, ça dépend de notre état intérieur. Parfois, on pense que la vie s'ouvre totalement. Et c'est vrai, elle s'ouvre parce qu'on dégage cette fréquence chance. Et comment on peut déterminer alors à quelle fréquence on est, là où on se situe ? C'est sûr que quand on est dans un moment où on est beaucoup plus fatigué, beaucoup plus abattu pour une raison ou pour une autre, il est certain qu'on dégage moins de rayonnement, on dégage moins de choses. Donc, le fait, il faut faire un effort pour reprendre cette fréquence. Et l'effort, c'est l'effort. Bon, l'effort est avec justement quelque chose qui nous fait plaisir. Il faut regagner son plaisir. Et comme le disait Christiane Singer, elle disait « Ne perdez pas votre fil de lumière ». Et rattraper son fil de lumière, je trouve que c'est une merveilleuse métaphore pour ça. Et parfois, on est un peu loin de notre fil de lumière. On le voit briller au loin. Et c'est vraiment se remettre aussi en forme avec le corps et l'esprit. Vraiment un alignement avec les deux, qui fait que, allez, on s'aligne à nouveau en fréquence chance. Donc si on sent qu'on trébuche, on fait tomber des choses, je suppose que là on a des fréquences plus basses et on commence à ronchonner. Et puis il y a jusqu'où on peut aller en fréquence chance. Je crois que c'est à l'infini, c'est ouvert à l'infini, c'est vraiment le champ des possibles en fréquence chance. Je ne pense pas que j'ai exploré encore toute la fréquence chance, heureusement, mais je compte bien aussi la propager et la donner, parce que je pense qu'en groupe, c'est aussi une belle chose à faire, de trouver des groupes. Moi, j'ai cette intention-là, des groupes de fréquence chance, on va dire ça, et de mettre nos chances en commun pour voir comme ça porte encore plus en intelligence collective. Ça, j'y crois beaucoup. La capacité de recevoir, on est obligé de le mentionner ici, parce qu'à un moment, on a de la chance, ça vient encore plus, ça augmente. Et là, à un moment, on se dit, mais je suis vraiment au top, là, ça ne pourra pas être mieux que ça. Et c'est comme si on bloquait de recevoir encore plus, alors que c'est illimité. C'est limité, mais après, il y a ce qu'on peut assumer à ce moment-là. C'est-à-dire, s'il y a vraiment trop d'ouverture, on peut pas démultiplier son temps, vraiment. Donc là, on peut faire un petit stop, qui n'est pas un stop à la chance, mais dire, bon, cette danse-là, je ne l'accepte pas avec toi pour l'instant. On va mettre la suivante peut-être. Voilà, parce que puisque je la vois comme une belle danseuse qui vient nous voir, alors on peut lui dire un petit stop, un petit break. Là, je me repose quelques temps et on redémarre. Parce que j'ai déjà assez à faire avec les cadeaux donnés. Ça peut être ça. Ouais, mais il y a aussi l'autosabotage quand même. À l'autosabotage, là, ça fait partie de la première partie. Quand je disais pour dérouler le tapis de la chance, le tapis rouge à la chance, il y a effectivement à faire un point sur, comme je disais, sur ses croyances, sur l'autosabotage, sur le fait de dire, là, ça m'est peut-être pas ouvert. Ah non, ça, j'oserais jamais. Bon. Et on peut oser et on risque juste un non. Alors que si on n'ose pas, on risque de tout perdre. Et dans ce que je vois ou dans ce que je transmets aussi aux autres, en fait, ça marche la plupart du temps. La plupart du temps, parce qu'on a cette fréquence qu'on active et les autres le sentent, en fait. Ils sentent cette ouverture. Souvent, ils ne savent pas définir pourquoi. Donc, ce ne sont pas des paramètres rationnels, je dirais. C'est pas que de l'action. Il y a de l'action, mais il y a aussi tout ce qui rayonne en plus. C'est ça, la fréquence. Mais il y a du travail derrière, hein. C'est pas seulement tiens, je vais essayer d'avoir de la chance, c'est vraiment, il y a une persévérance, une intention, un objectif, ça va avec tout ça. Donc petit 1, déjà savoir que ça s'apprend. Ça s'apprend, oui, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a notre capital, mais évidemment on peut le faire fructifier et j'invite tout le monde à le faire fructifier. Et ensuite, il y a toutes les pratiques quotidiennes qu'on va faire pour augmenter sa vibration, on peut dire. Absolument. Bon, les pratiques quotidiennes, c'est aussi une attention à soi. Parce que, évidemment, on est, j'appelle ça à un moment donné, on est envahi d'une espèce de pépiment mental. C'est-à-dire qu'il y a du bruit partout dans notre tête, avec toutes les infos qu'on reçoit, etc. Et à un moment donné, ça mérite de se poser. Donc par la méditation, ici il y a aussi des petits coloriages, des choses comme ça. Se poser, respirer, de la manière où chacun peut le faire, même 5-10 minutes par jour, mais se réapproprier soi-même pour
justement, parce que la fréquence chance, il y a aussi la chance qui vient par les intuitions, les choses qu'on sent dans le corps. Et si on n'a que la tête et le mental qui est pris par toute autre chose, on ne peut pas le sentir. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir le faire. Je dis même, on peut se mettre, par exemple, 3 fois par jour, 2 minutes, où là, on s'arrête. 2 minutes, on se dit, à telle heure, je m'arrête. 2 minutes, c'est pour moi. Je me réapproprie moi-même, je me réinstaure en face de moi-même. Et ça, c'est très important. Pour pouvoir être un réceptacle, recevoir aussi. Pas toujours être que sur l'action. Tu as ajouté, il me semble, si je me rappelle bien, des parties d'études scientifiques, des choses qui montraient justement la puissance de la loi de l'attraction, qu'on pouvait entraîner notre cerveau, qu'on pouvait entraîner notre corps. Absolument, on peut entraîner tout à fait. Et quand on sait aussi que le cerveau, on peut se projeter dans quelque chose que l'on souhaite. Alors ça fait partie de l'objectif, de l'intention. On ne sait pas comment ça va venir. Ça, c'est la chance qui décide. Par quel biais, par quelle personne, par quelle expérience, ça, on ne le sait pas. Et c'est là où il faut lâcher la maîtrise de ça, ce qu'on a beaucoup de mal à faire. Mais effectivement, les neuroscientifiques le disent bien, c'est-à-dire que notre cerveau, quand on lui projette quelque chose, quand on visualise quelque chose, il se fait déjà à ce que ce soit une réalité. Pour lui, il y a très peu de différence entre la réalité et ce qu'on peut projeter. À partir du moment où ce n'est pas qu'un désir purement égotique et qui puisse nuire aux autres. Il y a vraiment déjà se projeter, si c'était déjà fait, je serais comment ? Et ça, c'est magnifique parce qu'on se met déjà, là c'est ça qui fait aussi monter la fréquence chance, on se met aussi dans cette fréquence. Pas de hasard alors là. On parle de synchronicité, tu utilises le mot ? Synchronicité, oui, parce que moi j'ai une base jungienne. Donc synchronicité, c'est important pour moi. Et la synchronicité, alors c'est une espèce de cumulation de choses intuitives, mais ça arrive à un moment donné où on a une forte demande, une question importante pour nous, ou bien un tournant de vie. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient, dont on l'a intérieurement, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être un message, un bouquin, peu importe quoi. Une personne, et qui vraiment fait sens et nous chahute émotionnellement. La synchronicité, elle a un fort impact affectif, en fait. Et Jung disait, c'est comme 2 aspects du monde. Il y a l'aspect psyché, donc on a à l'intérieur, il y a l'aspect psyché, et il y a l'aspect matériel. Et en fait, l'aspect psyché serait le même monde, mais comme la trame et la chaîne d'un tissu. Et donc, parfois, ça se manifeste matériellement, dans notre matière. Par exemple, j'ai écrit un conte il y a quelques années, j'étais dans le Massif central avec une amie, on cueillait des champignons, et je lui dis, à un moment donné, il y a un personnage qui a des plumes de geais. J'avais jamais vu un jet de ma vie, moi je suis très parisienne, on va dire. Donc je me balade rarement à la campagne. Et elle est de la campagne. Et elle me dit, regarde ce que tu as à tes pieds. Et je vois 2 petites plumes, bleues et striées de noir. Elle me dit, tu sais ce que c'est ? Je dis non, c'est des plumes de geais. Et là, c'était quand même assez étonnant, parce qu'on ne voit pas des jets partout comme ça. Et je me suis dit, mais alors, c'était sur les contes, et c'est des personnages qui me sont venus en intuition sur ce livre-là. Et je me dis quand même, il y a une réalité qui a passé au travers de la matière. C'est ça aussi la synchronicité. Ça passe au travers, à un moment donné, pour te dire quelque chose qui peut, si tu le vois, changer ta vie. Et c'est aussi pour ça que moi, je fais dans Paris des balades en synchronicité avec des personnes pour cueillir. Et on met en commun. Et il y a toujours des choses qui se retrouvent parmi les personnes. C'est juste incroyable, des gens qui ne se connaissent pas. Il y a eu un moment dans ton parcours où, en tant que psychothérapeute, ce genre de pensée ou de choses, même de penser, même écrire un livre comme ça, aurait pu bloquer ou était difficile à accepter. Il y a un moment où ça s'est ouvert intellectuellement, le cœur ou autre, vers quelque chose de plus grand. Oui, ça s'est ouvert de façon plus grande. Je pense que c'est vraiment en entendant les gens et en retraçant avec eux ce qui était justement ces traces de chance ou ces traces, enfin, de l'indéfinissable, on va dire. De l'indéfinissable, parce que la psychothérapie a ses limites. Ça fait beaucoup de bien, je l'ai été pendant des années, je continue à faire de l'art-thérapie, mais ça a des limites que ne franchit pas la conscience, on va dire. Et là, ça va un petit peu au-delà. Quand on parle de synchronicité, quand on parle d'intuition, ça va un petit peu au-delà, comme tu le disais au début, du développement personnel. Mais c'est une bonne base pour démarrer, parce qu'on fait un peu le ménage, quand même, sur ce qui pourrait bloquer.
Et dans d'autres, il y a d'autres pratiques ou d'autres choses que tu aimerais mentionner dans cette interview et par rapport à ce sujet? Je sais que l'intuition aussi, tu le mentionnes, est une grande partie dans tout ça, pas forcément simple pour les gens à distinguer d'ailleurs, l'intuition de l'imagination, de l'écouter, de ressentir que c'est finalement naturel. Bah, pour moi, l'intuition, elle prend donc qui est une grande alliée de la chance évidemment. Elle prend le langage, comment dire, un langage un peu subtil. Ça veut dire qu'elle ne va pas forcément parler notre langue à nous, mais elle va s'immiscer dans un rêve. Elle va être au détour d'une vitrine, ça va être une petite affiche qu'on voit, ça va être un titre, ça va être une conversation. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je dis par exemple par rapport à l'intention, donc la direction, c'est comme si on plantait par rapport à la chance une espèce de bâton dans la terre et on attend que viennent se greffer d'autres choses, comme un capteur. Et, et là, c'est là où il faut être attentif. Parce que justement, elle vient par des voies déjà insoupçonnées la plupart du temps, et puis dans un langage qui s'évapore vite. Et si on ne saisit pas ces multiples facteurs de chance qui viennent s'enrouler autour de notre bâton et de notre direction qu'on a planté, comme une antenne un peu, eh bien, on passe à côté. Donc c'est là où il faut faire attention aussi à des choses très subtiles, à des choses du langage du rêve, de la rêverie. Il y a de multiples parmi les scientifiques, il y en a beaucoup, Poincaré a beaucoup écrit là-dessus, parce que lui, ça lui est venu, toutes ses connaissances, pas connaissances il les avait, mais en tout cas ses insights scientifiques, parce qu'il était en recherche avec quelque chose, il prenait un bus, un trolley, enfin, etc. Le plus banalement du monde, donc là où on l'attend moins. Et nous, ça peut nous venir aussi de cette manière-là, en prenant le train, moi je ne sais pas, en volant de la voiture, peu importe où, en regardant une feuille tomber. Il y a aussi, ça me fait penser à la capacité d'émerveillement, qui est quelque chose à beaucoup travailler en nous. D'une part parce que ça réenchante le monde, donc ça c'est très important. Et ensuite parce que là, il peut y avoir justement une manifestation subtile. Un petit chant d'oiseau qui nous connecte à autre chose, à une musique qu'on aime, la musique à autre chose qu'on recherche, etc. C'est en fait à suivre un fil comme ça, absolument, enfin, très ténu et merveilleux. Subtil. Subtil dans son expression. Cette chance, des fois, est masquée. On l'a dit tout à l'heure, mais elle peut se présenter comme un défi, peut-être, ou comme quelque chose qui paraît négatif. Et en fait, il y a un indice. Alors, tous les gens qui sont chanceux, ou qui se considèrent comme chanceux, n'ont pas eu que de la chance. Il nous arrive aussi des choses où on peut être déçu, etc., bien entendu. Voire des choses tragiques. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait de l'événement. L'événement, on ne peut jamais changer. Mais quel regard on a par rapport à ça? Et il peut y avoir des choses, par exemple, je cite des exemples là, de gens assez connus. Chaplin, par exemple, on lui a refusé, incroyable, son personnage de Charlot. Parce que c'était la crise, etc., aux États-Unis. Donc, on ne voulait pas de ce personnage un peu clochard, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a eu beaucoup de refus. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a créé sa société de production, ils étaient 3, pour pouvoir sortir son personnage de Chaplin. Après, il y avait le danseur de comédie musicale, par exemple, Fred Astaire, de la même façon. Les sociétés de production ont dit il est chauve, il n'est pas très beau, il n'est pas très grand, il sait un peu danser. Et là, c'était un défi. Un peu danser. Il a toujours gardé cette lettre-là chez lui, pour jamais oublier d'où il partait aussi. Donc, la chance, elle peut venir par des déceptions et des défis. Après, par exemple, il y a des personnes handicapées qui peuvent avoir vécu ça, des tristes accidents, et qui en font autre chose. Donc ça, voilà, c'est vraiment masqué parce que parfois, elle a quand même l'aspect d'une sorcière, je veux dire. C'est pas tout rose. Ça peut être l'aspect d'une rupture de contrat. Toutes les ruptures sont des bons moments aussi, je dirais, une fois que l'émotionnel est passé. Quand on est dans l'émotionnel, on a la tête sur le guidon. On a le nez sur le guidon. On peut rien faire. On attend que ça se passe. Mais que ça se passe l'émotionnel, j'entends. On travaille pour que ça se passe. Mais après, c'est quelle chance merveilleuse. Et si on a en tête toujours, mais ça c'est une chance, alors c'est une chance. Parce que on change son regard à 180 degrés et on en fait quelque chose d'autre. Parce que je pense qu'on ne vit pas les choses pour rien. Et même et surtout, quand ça avance masqué, moi je nous vois comme un diamant en fait. Et si tu veux, chaque facette qu'on a, bon, on a les facettes de départ, ok, il y en a qui sont bien brossées comme ça, qui brillent bien, mais il y a des facettes qui sont un peu sous la boue. Et ça, c'est quand elle avance masquée. Pour moi, c'est vraiment une opportunité d'aller enlever un petit peu de terre de notre facette masquée, puis d'une autre, pour nous révéler. Je pense que c'est vraiment là pour nous révéler, si on sait le voir en tant que chance masquée. Je t'ai reconnu, je t'ai repéré, mais attends, on va faire quelque chose ensemble.
C'est presque de l'ordre de la transformation à ce moment-là. C'est de l'ordre de la transformation, nettement. C'est-à-dire de pas bloquer sur quelque chose qui peut être difficile. Bien sûr, il y a les étapes. Encore une fois, je dis, il y a ces passages émotionnels qui durent le temps qui doivent durer, mais ne pas se rouler dans cette boue-là tout le temps, parce que du coup, on n'arrive plus à émerger. C'est comment on transforme. C'est vraiment un principe presque alchimique, je dirais, hein, si on prend une autre métaphore. Hein. Transformer le plomb en or, effectivement, ce qui peut nous peser. C'était une jolie métaphore, le plomb en or. Ce qui peut nous peser. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors moi j'ai le diamant, mais bon, je ne suis pas alchimiste, donc ça me va bien le diamant. Donc le processus là, quand on rencontre ce défi, c'est de prendre le temps. Il faut laisser du temps au temps aussi, se donner de l'amour bien sûr, mais en d'autres termes. Se faire épauler aussi. Et donner du temps au temps, ça veut dire accepter et accueillir que là on est dans un état de tristesse ou de fatigue, enfin quelque chose qui nous abîme momentanément, mais que on sait que la chance va être là. Et que ce qui arrive là, on va en faire quelque chose d'autre, on va le transformer. Et qu'après, ce sera intégré à nous. Et ça va nous rendre encore plus beau, plus brillant, je dirais, en reprenant la métaphore du diamant. Et savoir ça, moi je sais que j'ai été des fois au fond du trou, mais savoir ça, c'est déjà une grande force. Je ne sais pas comment je vais transformer ça, parce que je ne suis pas en état encore. Mais je sais que ça va se faire. Dans l'ouverture. Dans l'ouverture. Et donc, ça fait voir le bout du tunnel, ça fait voir la petite lumière, ça fait voir ce petit diamant qui brille au fond. Puis là, on fait chance, viens là. Chance, viens là. Là, je t'attends, voilà. Et elle va venir en son temps. Un coup de pouce. Un coup de pouce, voilà, c'est ça. C'est vrai, on a besoin de ce coup de pouce, on a besoin de l'avoir brillé, de l'avoir dansé au loin, et on sait qu'elle avance. Elle avance vers nous. Donc parce qu'on parle tu parles très rapidement dans le livre de l'Hôtel de la Chance, qui est une pratique en Asie, hein, mais qui est quand même liée à la religion. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de trop tomber dans cette chance, de trop la voir comme une déesse, de la vénérer, de l'appeler, peut-être d'être déçu, quelle est la relation, comment la relation s'installe au fur et à mesure du temps aussi, pour l'avoir pratiquée, tu l'as pratiquée longtemps. Et je continue. La relation, elle est très fine. C'est comme tu côtoies quelqu'un. Pour moi, c'est pas une déesse du tout. Je la vois comme ça parce que, enfin, pas comme une déesse puisqu'elle peut être sorcière. Moi, je travaille beaucoup en art-thérapie sur les contes merveilleux. Donc les contes, ça commence mal, ça finit bien, et le héros vit des tas de choses en attendant qui sont pas terribles, quoi, hein, des épreuves. Hein. Donc il croit en sa chance. Ça, c'est vraiment une caractéristique du héros. Quelque part, il croit en sa chance. Il se remonte, il voit les petites fourmis, hop, elles vont l'aider, en fait, etc. Donc la chance, ça veut dire que elle peut paraître sous beaucoup d'aspects ou d'angles. Donc alors, ça dépend quelle déesse, mais pour moi, c'est pas une déesse. Elle peut paraître de temps en temps comme ça, pétillante, etc. Et puis, des fois, elle avance très sévère. Il y a très sévère, très masquée, très comme une véritable sorcière. Elle peut avoir des doigts crochus, etc. Je crois même pour nous révéler à nous-mêmes, comme je disais, avec cette histoire de diamant. Voir si on la reconnaît malgré tout. En fait, quand tu aimes quelqu'un, donc par exemple la chance, tu l'as sous tous ses aspects aussi. Tu ne l'aimes pas que sous ses beaux jours. Donc c'est comment tu repères, comment tu prends soin aussi, comment lui demander ce qu'elle veut. On peut l'interroger aussi. Qu'est-ce que tu viens me chercher là, avec quoi? Voilà, qu'est-ce que tu veux de moi avec ça? C'est un dialogue, une communication. Oui, moi, je le vois plutôt en dialogue. Donc l'autel, tu as raison, c'est des pratiques plutôt asiatiques. Mais là, bon, moi, je l'ai transformé. J'avais une pierre, j'avais tous les jours une fleur, j'avais de l'encens. Enfin, on fait son autel avec ce qu'on aime. Peut-être un objet précieux pour soi et un objet qui peut représenter la chance si on l'a. Mais ça peut être vraiment des choses très simples, très simples. C'est vraiment le rappel, c'est là tous les jours. Et tu lui fais hommage tous les jours. Oui, c'est la symbolique. Oui. C'est la symbolique. C'est la symbolique de l'autel. Pour moi, il n'y a pas de connotation religieuse avec la chance. On peut rentrer étant avec n'importe quelle religion ou sans religion du tout. Donc ça augmente. Ça Quand on pratique, ça augmente, ou il y a des moments où, comme pour toute chose, ça va en haut, en bas. Il y a des moments où on sent vraiment qu'on n'a pas de chance, on l'a perdu. Elle est plus loin. C'est-à-dire, comme je disais, les moments où on est plus vulnérable, c'est jamais égal. Hein, c'est jamais égal. Moi, je pense que vraiment, cette fréquence chance, elle se travaille, elle s'amplifie avec le temps si on la travaille comme ça, si on lui rend hommage, en fait, hein, si on lui rend honneur, si on la remercie aussi, quelque part, hein, à sa manière. C'est comme remercier la vie, c'est la même chose. Elle fait partie de la vie, la chance. Et on peut avoir des moments où on est plus en baisse d'énergie. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas là. Moi, je dis jamais, j'ai pas de chance quand elle n'est pas là. Je dis, moi, je suis pas capable de la voir de là où je suis pour l'instant. Où je l'ai un peu perdue de vue. Je pense qu'on la perd de vue. Elle est où c'est en sommeil en nous. On la perd de vue. Où cette fréquence, on la met
Moi, une petite vibration au sommeil, elle n'est pas là encore, on ne peut pas la capter, tu vois, c'est notre capteur par rapport à la fréquence chance qu'elle émet qui est pas encore au point, on a des petits brouillages, mais c'est tout, elle est jamais loin. Elle est jamais loin, parce qu'on est toujours fait pour se retrouver, vraiment. On forme comme une alliance, voilà, c'est une alliance, vraiment. Alors l'âme dans tout ça, entre la chance, la personnalité, ce qu'on peut faire, et quelle est la relation entre l'âme et la chance? Alors, je ne sais pas leur relation profonde, parce qu'elles m'ont pas tenu au courant de leur relation de couple. Je vais les interviewer. Voilà, tu vas les interviewer pour la prochaine fois. Mais en tout cas, je pense que ça a aussi une reliance avec l'âme. Parce que, évidemment, plus on est relié à son âme aussi, tout en étant bien ancré sur Terre, et je pense que plus on peut ouvrir et plus elle peut se glisser, s'infiltrer de manière subtile, justement, et de manière douce et belle. Je pense que l'âme y est pour quelque chose, parce que l'âme, au fond, pour moi, c'est aussi une ouverture qu'on a tous, mais on ne l'a pas tous pratiquée. Voilà. Donc ça peut, je pense que c'est lui montrer un chemin à la chance pour venir encore sous des chemins de traverse qu'on ne connaît pas encore toujours. Est-ce que tu aurais, pour terminer cette interview, une petite histoire personnelle de chance qui t'est arrivée, ou pour qu'on puisse comme ça avoir une petite ouverture sur ta propre vie, et c'est toujours agréable d'avoir l'auteur et de pouvoir découvrir ça? J'ai beaucoup d'histoires de chance, mais c'était une histoire d'un livre qui n'est pas celui-là, un livre il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Devenir magicien de sa vie. Et on me l'avait demandé pour l'art-thérapie. On m'avait dit, écoute, ce que tu fais, ça mérite peut-être d'être publié. Bon, donc je publie, et on me l'avait demandé pour le Canada. Et donc, je l'écris pour le Canada. J'écris, il y a 7 chapitres, au moins 3, 4. L'éditeur canadien, la personne qui me représentait, me dit ok, allez, continue. Et tout d'un coup, me donne plus de nouvelles. Impossible de le joindre. C'est un monsieur, impossible de le joindre. Et donc là, je m'inquiétais fort, parce que j'avais quand même passé beaucoup de temps, tu vois, ce que c'est d'écrire. Donc, bref, il y avait beaucoup de travail sur ce devenir magicien de sa vie. Et donc, j'essaye de le capter à un moment donné. Au bout de 3 semaines, il me dit, écoutez, je suis très embêtée parce que je dois quitter la région où je suis, rejoindre ma femme à très loin au Canada, enfin bref, à 600 km de là, et je ne peux plus m'occuper de vous. Et il me lâche comme ça. Donc c'était un truc qui ne m'appartenait pas, c'était leur histoire de couple, je ne les connaissais pas. Donc. Mais en fait, ça t'arrive. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? La chance, où es-tu? Oui. Et j'ai eu ce passage émotionnel pas très intéressant, vraiment un peu dépité, quoi. Et une amie à moi me téléphone qui avait suivi mes stages d'art-thérapie et sur les comptes. Elle me dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fait le héros? Je dis, le héros, ça lui arrive, il pleure sous son arbre. Donc ça, c'est fait, j'ai pleuré sous mon arbre. Elle dit, oui, et ensuite? Elle dit, tu te rappelles l'histoire de graines? C'est-à-dire qu'il y a une forme. Elle dit, imagine que la forme, c'était cet éditeur canadien qui t'a lâché. Mais la graine et l'essence, c'est le livre. Donc, change la forme, donc d'éditeur, et donc terre. Ou de terre, exactement, de planter à une terre, donc je l'ai planté en France, sur une terre française pour le coup, mais en tout cas, c'était ça. Donc, de changer, c'est ça aussi quand on a des projets. Il y a vraiment l'essence de ce qui nous habite, ce qu'on met dedans. Et ça, on le garde toujours. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais parfois, la forme, elle n'est pas adaptée, ou là, c'était une autre circonstance, mais en tout cas, elle n'est pas toujours adaptée. Et ça, la forme, on a du mal à la lâcher. Mais elle est bien lâchée. Et il a été édité, je crois, 6 mois après. Magnifique. Et alors, en 2 mots, ce livre, parce que c'est quand même, puisque nous avons, avec Arnaud Rio, fait le défi des 100 jours magie, vive la magie, c'est l'essence de ce livre? Alors, devenir magicien de sa vie, c'est vraiment énormément d'exercices, de petits exercices, astuces créatives que l'on fait pour s'en remettre à la vie, qui nous renvoie à quelque chose. C'est fait surtout, c'est basé sur ce que je donne en art-thérapie à Bruxelles, puisque je donne des cours à Bruxelles d'art-thérapie. Et c'est vraiment comment on s'ouvre, comment on fait. C'est un peu la chance, mais pas que la chance, là. Beaucoup d'exercices sur la magie de la vie, qui nous le renvoie. Et si on voit son côté magique, elle l'a. Tu sais. C'est bien, tout ça, c'est dans la même lignée. Alors, avoir de la chance, ça s'apprend. Merci Christine. Merci beaucoup Lilou. C'était délicieux de te rencontrer. J'ai vraiment apprécié énormément. Je pense rarement, je trouve que ça fait partie des tops ouvrages à lire. Tu écris super bien. Et puis c'est ludique, fun et tout. Il y a plein d'astuces. Je le recommande vivement. En tout cas, bravo. Merci. Merci beaucoup. C'est comme la chance. C'est fun et ludique. Gros bisous. À bientôt. Bye bye.